Et notre première participante que je vais vous présenter, nous avons, pour commencer, Marie-Hélène Marquis. Marie-Hélène est doctorante en éducation à la petite enfance à l'Université de Moncton. Et elle s'intéresse aux différents facteurs qui influenceraient l'acquisition des langues par le jeune enfant grandissant dans un contexte linguistique bi- ou plurilingue à majorité anglophone. Alors, je vais, dans une seconde, je vais démarrer le chronomètre et je vous cède la parole, Marie-Hélène. Alors, bonjour, Kwe Ai. Je suis étudiante en éducation à la petite enfance en contexte minoritaire et je vous présente aujourd'hui l'avancement de mon projet doctoral. Rappelons d'abord que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du Canada. Une personne sur 3 y serait de langue maternelle française. Mais dans la région à l'étude, qui est le sud-est de la province, 2 personnes sur 5 se définiraient comme francophones et près d'une centaine de langues différentes seraient parlées, incluant bien sûr des langues autochtones. De plus, entre le tiers et le 2 tiers des familles seraient composées de parents qui ne partageraient pas la même langue maternelle, des familles qu'on nomme exogames. Comme le dit si bien l'Association canadienne pour l'éducation en langue française, les parents sont les véritables héros de leurs enfants, leur modèle pour la vie. Ils sont également les premiers à avoir un impact sur leurs apprentissages, notamment leur apprentissage des langues. En 2016, le commissariat aux langues officielles écrivait dans son rapport sur la petite enfance que le choix de la langue parlée à la maison, dans la communauté et à l'école se fait dans les premiers mois après la naissance d'un enfant et même avant. Pour ces raisons, de futurs parents et des parents d'enfants de moins de 5 ans sont les héros de mon histoire. En faisant ma revue de littérature, je me suis principalement intéressée à l'éducation à la petite enfance en contexte minoritaire et à la gestion des langues à la maison, notamment l'approche de recherche en politique langagière familiale. J'en suis venue à adapter le modèle écosystémique de Bronfenbrenner au domaine de l'apprentissage des langues par le jeune enfant grandissant dans un contexte où 2 langues ou plus se côtoient. Ce modèle repose sur le postulat que le développement et les comportements d'un individu, qu'il soit adulte ou enfant, seraient le produit des interactions entre cet individu et son écosystème, qui est vu comme un ensemble de contextes interreliés les uns aux autres. Donc, parmi les facteurs qui entreraient en jeu dans l'apprentissage des langues par le jeune enfant, les expériences de vie, les comportements et le type d'idéologie langagière de ses parents sembleraient jouer un rôle particulier, notamment quand vient le temps de choisir une ou des langues à parler avec et à son enfant. Les recherches montrent aussi que le milieu socio-institutionnel, les caractéristiques des contextes éducatifs et celles de la communauté dans laquelle se trouvent les familles affecteraient indirectement l'apprentissage d'une ou de plusieurs langues par l'enfant. Selon ce modèle théorique, l'apprentissage des langues serait directement tributaire du microsystème de l'enfant, soit son environnement langagier familial, l'établissement ou non de règles sur l'usage des langues à la maison et des choix de langues que ses parents feraient pour lui. Or, cet apprentissage serait également influencé par tous les autres systèmes qui gravitent autour de lui et par les interactions entre ces systèmes. Ma contribution se situe au niveau du mésosystème et du microsystème de l'enfant. Par ma recherche doctorale, je cherche à savoir qu'est-ce qui structure aux yeux de nouveaux parents les choix de langue d'éducation qu'ils font ou veulent faire pour leur enfant et de quelle manière ces choix sont-ils mis en œuvre. Pour y répondre, je souhaitais d'abord obtenir un portrait sociolinguistique du plus grand nombre de nouveaux parents de cette région canadienne, mais je voulais aussi être en mesure de décrire plus en profondeur le vécu et les façons de faire de certains d'entre eux, pour arriver à déceler des valeurs et des croyances qui pourraient expliquer leurs choix pour leurs enfants. Une méthodologie mixte était donc de mise. J'ai alors administré 2 questionnaires via la plateforme virtuelle Interceptum. L'un s'adressant à des futurs parents et l'autre à des parents d'au moins un enfant âgé d'au plus 3 ans. J'ai récolté des informations notamment sur leur langue parlée, connue, utilisée, puis sur les choix de langue qu'ils font ou veulent faire pour leurs enfants. Ensuite, de manière séquentielle et dans un but explicatif, j'ai effectué des entrevues avec 7 familles volontaires sélectionnées pour leur profil atypique par rapport au reste de l'échantillon des répondants au questionnaire. Elles m'ont raconté leur parcours de vie, leurs valeurs, les langues qu'elles veulent transmettre à leurs enfants et la manière dont elles veulent procéder pour le faire.
3 couples de futurs parents francophones et 4 couples de parents d'enfants entre 0 et 4 ans se sont prêtés au jeu. Ils étaient exogames, anglophones ou immigrants. Tout questionnaire confondu, les répondants sont majoritairement des femmes francophones et bilingues qui désirent un service de garde francophone et le système scolaire français pour leurs enfants. 20 d'entre elles sont dans une union exogame et 30 veulent ou ont déjà instauré des règles d'usage des langues à la maison. À ce sujet, 6 stratégies langagières ressortent des propos des répondants. Toutefois, la stratégie où les 2 parents parlent une langue minoritaire à la maison est la plus prisée par les 7 familles rencontrées, même celles dont les parents sont exogames, anglophones ou allophones. En outre, la lecture occupe une place prépondérante à la maison et toutes s'accordent pour dire que le plus de langues connues, le mieux c'est pour leur enfant. Ils ont tous l'intention de capitaliser sur le bilinguisme du milieu dans lequel ils vivent. Ma principale déception dans ce processus de recherche se situe au niveau de la représentativité de l'échantillon. En fait, les organismes partenaires francophones ont mieux diffusé l'appel de participation dans leur réseau que leurs pendants anglophones, créant ainsi un biais de recrutement. Ça explique en partie l'échantillon majoritairement francophone de scolarité élevée et déjà parent d'un ou plusieurs enfants. Heureusement, cette limite est largement compensée par le type d'analyse choisi et la prédominance du volet qualitatif de la recherche. J'en suis présentement à terminer les résumés narratifs des entrevues, puis à entamer leur analyse croisée. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, merci beaucoup, Marie-Hélène. C'était très intéressant.